toutes et à tous et bienvenue à cette présentation sur le droit de la mer. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les fondements et les principes qui gouvernent cette discipline juridique essentielle. Donc, les mers ont historiquement servi de canaux essentiels de communication et aussi de vastes réservoirs de ressources vivantes et non vivantes. Et depuis des millénaires, les mers et les océans ont joué un rôle très important dans le développement des civilisations humaines. Elles ont permis le commerce, l'exploration, les échanges culturels, etc. Les routes maritimes étaient les premières voies de communication entre les peuples éloignés, facilitant ainsi le commerce des épices, des textiles et d'autres marchandises précieuses. En outre, les mers regorgent de ressources naturelles, tant biologiques avec la pêche et les produits marins, que non biologiques tels que le pétrole, le gaz et les minéraux. Et ces richesses ont toujours attisé les convoitises et ont nécessité la mise en place de régulations pour éviter des conflits et garantir une exploitation durable. L'importance stratégique et économique des mers a conduit à l'élaboration des cadres juridiques visant à réguler un petit peu leur utilisation. Et le droit de la mer a évolué pour répondre aux besoins changeants des États côtiers et de la communauté internationale. Donc, dès l'Antiquité, les premiers codes maritimes apparaissent, mais c'est au cours des siècles suivants que les conventions internationales viennent formaliser les pratiques et les usages. Le droit de la mer moderne trouve son fondement dans des traités internationaux clés, tels que les conventions de Genève de 1958 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui est souvent considérée comme la constitution des océans. Alors, le principe fondamental du droit de la mer est que la terre domine la mer, signifiant que la situation territoriale terrestre forme la base de la détermination des droits maritimes d'un État côtier. Et ce principe reflète un petit peu l'idée que les droits maritimes d'un État sont intrinsèquement liés à sa géographie terrestre. En d'autres termes, les revendications sur les espaces maritimes tels que la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental dépendent de la situation géographique et de la configuration des côtes de l'État concerné. Ainsi, un État côtier bénéficie des droits souverains et de juridictions spécifiques sur des différentes zones maritimes proportionnelles à son littoral. Par exemple, la Convention de 82 stipule que chaque État côtier a droit à une mer territoriale s'étendant jusqu'à 12 miles marins de ses côtes et au-delà, la zone économique exclusive peut s'étendre jusqu'à 200 miles marins où l'État a des droits exclusifs pour exploiter les ressources naturelles. Et le plateau continental peut encore s'étendre au-delà, jusqu'à 350 miles marins, dans certains cas, offrant des droits supplémentaires sur les ressources du sous-sol marin. Et ce principe est également très important pour comprendre les conflits maritimes et les négociations internationales, les revendications territoriales et les différences sur les frontières maritimes sont souvent résolues en se basant sur la configuration des côtes et les précédents historiques d'occupation et d'utilisation. Au XVIIe siècle, le Portugal a été l'un des premiers pays à revendiquer la souveraineté sur de vastes étendues océaniques. Les Portugais, avec leur empire maritime en expansion, cherchaient à contrôler les routes maritimes les plus importantes pour le commerce des épices et d'autres marchandises précieuses. Ils ont revendiqué des droits exclusifs sur certaines voies maritimes et régions océaniques, notamment autour de l'Afrique et en direction des Indes orientales. Et ces revendications ont provoqué des tensions avec d'autres puissances maritimes émergentes comme l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas qui ne reconnaissaient pas ces monopoles maritimes. En réponse aux revendications exclusives des Portugais, aussi des Espagnols, Hugo Grotius, le
juriste et philosophe néerlandais, a développé la doctrine de la liberté des mers. Dans son ouvrage influent Mare Liberum, la mer libre, publié en 1609, Grotius a soutenu que les mers devraient être ouvertes à la navigation de toutes les nations, et selon lui, la mer était une res communis, c'est-à-dire un bien commun qui ne pouvait être approprié par aucune nation. Et cette doctrine était fondée sur l'idée que la mer était infinie et inappropriable euh, et devrait rester libre pour le commerce et la navigation internationale. La doctrine de Grotius a eu une influence très importante sur le développement du droit de la mer en établissant un principe de base selon lequel aucune nation ne pouvait revendiquer la souveraineté sur les océans. Et cette idée de liberté des mers a été progressivement adoptée par de nombreux États, devenant un pilier du droit international maritime. Les États d'Europe du Nord, en particulier les Pays-Bas, de l'Angleterre, et plus tard aussi la France ont été parmi les premiers à adopter et à promouvoir la doctrine de Grotius. Et ces nations, qui étaient en plein essor commercial et maritime, ont trouvé dans la liberté des mers un moyen de contrer les revendications monopolistiques du Portugal et de l'Espagne. Et l'adoption de cette doctrine a permis à ces pays de justifier leurs propres expansions maritimes et de promouvoir un système de commerce maritime ouvert et compétitif. L'Angleterre, par exemple, a utilisé la doctrine de la liberté des mers pour soutenir ses propres ambitions navales et commerciales. Et cette perspective a été intégrée dans la politique maritime anglaise et qui a joué un petit peu un rôle très important dans l'expansion de l'Empire britannique. De la même manière, les Pays-Bas aussi, avec leur puissante marine marchande et leurs ambitions coloniales, ont trouvé dans la doctrine de Grotius une base juridique pour contester les prétentions espagnoles et portugaises et établir leur propre route commerciale. Historiquement, la largeur de la mer territoriale était souvent déterminée par la capacité de défense d'un État. Et les règles des 3 miles étaient une norme couramment acceptée, basée sur la portée des canons terrestres au XVIIe siècle. Et cette limite permettait aux États côtiers de protéger leurs côtes contre les incursions étrangères, tout en maintenant un certain contrôle sur les activités maritimes proches de leur rivage. Ainsi, la largeur de la mer territoriale était intimement liée à la notion de domination militaire et à la capacité de défense côtière. Avec le temps, des pressions économiques, environnementales et politiques aussi, ils ont poussé un petit peu les États à élargir leur mer territoriale. La montée en puissance des États-nations et l'augmentation des activités maritimes ont conduit à une demande croissante pour un contrôle plus étendu des zones maritimes adjacentes aux côtes. Et les États ont cherché à protéger leurs ressources naturelles aussi, telles que les pêcheries et les réserves minérales sous-marines, ainsi qu'à réguler la pollution marine et les activités économiques. Et cette pression pour élargir la ceinture maritime a été particulièrement forte au XXe siècle avec l'émergence de nouvelles technologies maritimes et l'intensification des échanges commerciaux. Les débats internationaux sur la largeur appropriée de la mer territoriale ont été marqués par des divergences entre les intérêts des États côtiers et ceux des puissances maritimes. La limite actuelle de la mer territoriale est fixée à 12 miles nautiques à partir des lignes de base, une norme qui a été largement adoptée à la suite de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Et cette convention, aussi connue Convention Montego Bay, connue sous le nom de la Convention Montego Bay, représente un cadre juridique global régissant les droits et devoirs des États en matière d'utilisation des océans. Et l'adoption de cette limite de 12 miles nautiques reflète un compromis entre les besoins de sécurité et de souveraineté des États côtiers et les intérêts des nations maritimes cherchant à préserver la liberté de navigation. Et cette limite permet aux États côtiers d'exercer une juridiction complète sur une zone maritime significative tout en maintenant un équilibre avec le droit international de libre passage des navires étrangers.
Les zones contiguës s'étendent jusqu'à 24 miles nautiques des lignes de base, et permettent un petit peu aux États de prendre des mesures pour prévenir et sanctionner les infractions à leurs lois douanières, fiscales, d'immigration ou sanitaires. C'est une prolongation de la juridiction de l'État côtier au-delà de la mer territoriale pour des mesures de sécurité et de contrôle. Donc, certaines zones de pêche spécifiques où les États côtiers exercent des droits exclusifs de pêche, par exemple, peuvent se chevaucher avec d'autres zones de juridiction maritime comme la ZE, la zone économique exclusive. Donc, ces zones sont essentielles pour la protection des ressources halieutiques et la gestion durable des stocks de poissons. Et la réglementation de l'accès aux ressources maritimes vise à éviter une surexploitation de ces ressources. Alors, les plateaux continentaux s'étendent au-delà de la mer territoriale jusqu'à 200 miles nautiques ou au-delà selon la géologie sous-marine. Donc, les États côtiers possèdent des droits souverains pour l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et les minéraux. Et ces droits sont reconnus par la Convention de Montego Bay qui s'applique au sol et au sous-sol de la mer, indépendamment des droits sur les eaux sous-jacentes. La zone économique exclusive, qui s'étend jusqu'à 200 miles nautiques des lignes de base, l'ensemble des États côtiers ont des droits souverains pour l'exploitation, l'exploration, la gestion, la conservation des ressources naturelles vivantes et non vivantes, de l'ensemble des eaux sous-jacentes du fond de la mer et sous-sol. Et ces droits incluent la pêche, l'extraction minière, la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents, etc. Et les États côtiers ont également des responsabilités de gestion durable et de protection de l'environnement marin. Et ils doivent gérer un petit peu les ressources halieutiques, énergétiques et minérales dans une perspective de développement durable. Les droits exclusifs des États côtiers incluent l'exercice de droits souverains sur les ressources naturelles et certaines activités économiques dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. Et ils ont le droit de réglementer les activités maritimes et d'assurer le respect des lois nationales et internationales. Ils sont aussi responsables de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources, ce qui inclut la mise en place des mesures pour prévenir la pollution marine et protéger un petit peu la biodiversité. La détermination des zones de juridiction maritime est définie et délimitée par la Convention des Nations Unies, et qui établit un petit peu les règles et procédures pour la délimitation des zones entre États adjacents ou opposés et met en place des mécanismes de résolution des différends concernant les délimitations maritimes. Et l'utilisation de critères géographiques et géologiques est essentielle pour déterminer l'étendue des zones, comme le plateau continental prolongé. Et le processus de négociation et d'arbitrage aide souvent à résoudre les conflits territoriaux maritimes. Alors, rappelons-le qu'historiquement, la liberté de haute mer a été un principe clé du droit maritime international. Ce principe signifie que les hautes mers étaient ouvertes à tous les États, sans que quiconque puisse revendiquer une souveraineté sur elles, et cela permettait la libre navigation, la pêche et d'autres activités maritimes. Cependant, ce concept a subi des modifications significatives avec l'évolution des besoins et des revendications des États. Et la modification du principe de liberté des hautes mers a commencé à émerger avec la reconnaissance croissante des ressources riches et variées présentes dans les fonds marins et le sous-sol de la mer. Et ces ressources incluant les minéraux, les hydrocarbures et les nodules polymétalliques qui ont suscité un intérêt accru des États et des entreprises privées. Et cette situation a conduit à des revendications de juridiction sur des parties spécifiques des hautes mers pour exploiter ces ressources. Et face à ces revendications de la communauté internationale a cherché à établir un équilibre entre les droits souverains des États et la nécessité de protéger les ressources marines pour le bénéfice de toute l'humanité. Et cela a conduit à la proclamation du régime du patrimoine commun de l'humanité. Ce concept a été formellement intégré dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
Et le régime de patrimoine commun de l'humanité stipule que certaines parties des fonds marins et leurs sous-sols, au-delà des limites de la juridiction nationale, sont considérées comme des zones appartenant à toute l'humanité. Et cela signifie que ces zones ne peuvent être appropriées par aucun État ou entité privée. Les activités dans ces zones doivent être menées au bénéfice de l'humanité entière et sous la supervision de l'Autorité internationale des fonds marins, qui est chargée de réguler un petit peu les explorations et les exploitations dans ces zones. L'établissement de ce régime a créé un équilibre important entre les revendications nationales et la gestion internationale. Et les États côtiers peuvent exercer des droits souverains sur leurs zones économiques exclusives et les plateaux continentaux étendus jusqu'à certaines limites. Mais au-delà de ces zones, les ressources marines tombent sous la juridiction de l'Autorité internationale des fonds marins, et ce cadre assure un petit peu que les bénéfices tirés de l'exploitation des ressources marines sont partagés équitablement et que l'environnement marin est protégé contre les activités, toutes les activités destructrices. Les conférences internationales sur le droit de la mer ont été des jalons dans l'évolution du cadre juridique régissant les océans et les mers. Alors, la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui s'est tenue un petit peu en 1958 à Genève, résultant en 4 conventions clés. La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, et la Convention sur la haute mer, et la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, et la Convention sur le plateau continental. Et ces conventions ont été des tentatives initiales pour codifier les coutumes et les pratiques internationales en matière de droit de mer, droit de la mer. Cependant, elles avaient leurs limites, notamment en ce qui concerne la portée géographique et l'acceptation universelle. La deuxième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue en 1960, n'a pas réussi à résoudre les principales questions laissées en suspens par la première conférence. Les divergences entre les pays en développement et les pays développés, ainsi qu'entre les États côtiers et les États sans littoral, étaient trop grandes pour être surmontées à cette époque. Il est donc important de noter que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 représente un tournant majeur, et puisqu'elle est le résultat de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui s'est tenue de 1973 à 1982. Et cette convention a été adoptée pour répondre aux défis et aux lacunes de conventions précédentes et pour établir un cadre juridique global et cohérent pour toutes les questions liées à la mer. La convention est, on peut le dire, remarquable par son ampleur et sa profondeur, puisqu'elle comprend quand même 320 articles et 9 annexes, qui couvre aussi un large éventail de sujets allant de la délimitation des zones maritimes à la protection de l'environnement marin, en passant par les droits de navigation, l'exploitation des ressources marines et le règlement des différends. Et cette convention est souvent décrite comme une constitution pour les océans en raison de son caractère exhaustif et de son importance fondamentale pour le droit de la mer, le droit international de la mer. Un aspect important de la convention est son approche de package deal. Cette stratégie a été essentielle pour atteindre un consensus entre les divers intérêts étatiques. Et l'idée derrière le package deal est que toutes les parties de la convention sont indissociablement liées et doivent être acceptées dans leur ensemble. Cela signifie que les États ne peuvent pas choisir sélectivement les parties de la convention qu'ils souhaitent appliquer. Et cette approche a permis un petit peu de concilier les intérêts souvent conflictuels des États côtiers, des États sans littoral et des pays en développement et des pays développés. Par exemple, la Convention accorde aux États côtiers des droits souverains sur une zone économique exclusive jusqu'à 200 miles nautiques des lignes de base. Et dans cette zone, l'État côtier a des droits exclusifs pour l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles vivantes et non vivantes, des eaux surjacentes, du fond de la mer et du sous-sol. En contrepartie, la Convention impose aux États côtiers des obligations de la gestion durable des ressources et de protection de l'environnement marin. Pour
Les États sont littoraux. La Convention garantit le droit de transit à travers les territoires des États côtiers pour accéder à la mer, ainsi que le droit de participer à l'exploitation des ressources dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental des États côtiers de leur région. Et la Convention aborde également des questions de grande importance pour les pays en développement, comme le transfert des technologies marines et l'assistance technique pour l'exploitation des ressources marines. L'un des objectifs de la Convention était de promouvoir un petit peu une utilisation équitable et durable des ressources marines tout en tenant compte des besoins des pays en développement. Et la Convention, il a également établi des institutions permanentes pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions et le règlement des différends. Parmi ces institutions, on trouve l'Autorité internationale des fonds marins, chargée de réguler l'exploitation des ressources minérales dans les zones marines internationales, et le Tribunal international du droit de la mer, qui a compétence pour résoudre les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention. Alors, l'équilibre des intérêts étatiques réalisé par cette convention a été rendu possible par une série de négociations complexes et prolongées, impliquant des compromis et des concessions de la part de tous les participants. Et la convention représente donc un effort sans précédent de coopération internationale et de consensus multilatéral dans le domaine du droit de la mer. La mer territoriale, comme on l'a précisé précédemment, elle est définie comme une zone maritime adjacente aux côtes d'un État et qui s'étend jusqu'à 12 miles nautiques à partir des lignes de base établies par cet État. Et cette délimitation est l'un des aspects centraux du droit de la mer, codifié dans la Convention de Montego Bay. Et au sein de cette zone, l'État côtier exerce une souveraineté vraiment pleine et entière sur l'air, les eaux, le fond de la mer et le sous-sol. Et cette souveraineté comprend le pouvoir de légiférer, de réglementer, de contrôler toutes les activités maritimes, qu'elles soient économiques, environnementales, douanières ou sécuritaires. Et les eaux intérieures, quant à elles, elle inclut toutes les eaux situées en deçà des lignes de base, comme les rivières, les lacs, les baies, les ports, les estuaires, etc. Et dans ces zones, l'État côtier jouit d'une souveraineté totale et absolue, comparable à celle qu'il exerce sur son territoire terrestre. Et cela signifie que les lois et règlements de l'État côtier s'appliquent sans restriction dans les eaux intérieures, et aucun droit de passage inoffensif n'est reconnu pour les navires étrangers, contrairement à la mer territoriale. Cependant, la juridiction exercée par l'État côtier dans la mer territoriale peut parfois être partagée ou concurrente avec celle de l'État du pavillon du navire, c'est-à-dire l'État sous la juridiction duquel le navire est enregistré. Cette situation se produit principalement dans le cadre du droit de passage inoffensif, et le droit de passage inoffensif permet aux navires étrangers de traverser la mer territoriale d'un État côtier sous certaines conditions, à condition que leur passage soit rapide, continu et inoffensif, c'est-à-dire qu'il ne porte pas atteinte à la paix, à l'ordre ou à la sécurité de l'État côtier. Et dans certains cas, des situations de juridiction concurrente peuvent survenir, par exemple en matière de pollution marine, de pêche illégale ou de criminalité transnationale. Donc, par exemple, un navire battant pavillon étranger naviguant dans la mer territoriale d'un État côtier soupçonné de pollution peut être soumis aux lois et règlements de l'État côtier concernant la protection de l'environnement. Et simultanément, l'État du pavillon peut aussi exercer sa juridiction pour les infractions commises à bord de son navire. Alors, la Convention des Nations Unies prévoit des mécanismes de coopération et de coordination entre les États pour résoudre de telles situations de juridiction concurrente. Il est également important de noter que la mer territoriale inclut le droit de l'État côtier et de réguler certaines activités telles que la pose de câbles et de pipelines sous-marins, les recherches scientifiques marines et l'exploration des ressources naturelles, tout en respectant les droits de passage inoffensifs et les obligations internationales. Alors, la mer, lorsqu'on parle de la mer territoriale, elle est mesurée à partir de la ligne de basse mer, c'est-à-dire la ligne de la marée basse,
le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines reconnues. La ligne de basse mer représente le point de départ à partir duquel les 12 miles nautiques de la mer territoriale sont mesurés. Et cette méthode de mesure est la plus courante et est généralement utilisée pour les côtes régulières et bien définies. Cependant, pour les côtes qui sont très indentées, comportant des baies profondes ou des franges d'îles, des règles spéciales sont appliquées pour mesurer la mer territoriale. Dans de tels cas, les États peuvent utiliser des lignes de base droite pour relier un petit peu les points les plus avancés des côtes ou les îles les plus éloignées. Et cette méthode permet de tracer des lignes de base plus rectilignes et de simplifier la délimitation des eaux territoriales. L'utilisation de lignes de base droite a été validée par la Cour internationale de justice dans plusieurs affaires, par exemple dans l'affaire des pêcheries anglo-norvégiennes de 1951, où la Cour a reconnu la légitimité des lignes de base droite tracées par la Norvège le long de sa côte très indéfinie et frangée d'îles. Et donc la Cour elle a statué que cette méthode de délimitation était conforme aux principes du droit international maritime, à condition qu'elle soit appliquée de manière raisonnable et ne dévie pas de manière excessive de la configuration générale de la côte. Et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer codifie également les règles relatives à l'utilisation des lignes de base droite. Et l'article 7 de la Convention stipule que les lignes de base droite peuvent être tracées dans les zones où les côtes est profondément échancrée et découpée ou lorsqu'il existe une frange d'île le long de la côte, de manière à tracer une ligne continue en suivant les points les plus avancés des îles et des côtes. Il est également important de souligner que les lignes de base droite ne doivent pas être utilisées de manière à s'écarter sensiblement de la direction générale de la côte. De plus, les eaux situées à l'intérieur des lignes de base droite sont considérées comme des eaux intérieures sur lesquelles l'État côtier exerce une souveraineté totale, comme nous l'avons vu précédemment. Les baies sont des indentations profondes de la côte qui créent une étendue d'eau relativement fermée par la terre et leur délimitation suit des règles particulières. Donc, pour les baies dont l'ouverture à la mer est inférieure à 24 miles nautiques, une ligne de base droite peut être tracée entre les deux points de la côte les plus avancés à l'entrée de la baie, et cette ligne de base sert alors de référence pour mesurer la mer territoriale de l'État côtier. Par exemple, si une baie a une largeur d'entrée de 20 miles nautiques, une ligne de base droite de 20 miles peut être tracée à l'embouchure de la baie. Et les eaux situées à l'intérieur de cette ligne de base droite sont considérées comme des eaux intérieures et l'État côtier exerce une pleine souveraineté. Les baies historiques, quant à elles, se distinguent par leur reconnaissance basée sur l'usage de longue date et l'acquiescement des autres États. Une baie historique est une baie sur laquelle un État a exercé sur une longue période une autorité exclusive et à laquelle les autres États ont consenti tacitement ou explicitement. Cette reconnaissance repose sur des pratiques historiques et un consensus international implicite ou explicite. Parmi les exemples de baies historiques bien connus, on peut citer la baie d'Hudson, le golfe de Fonseca et le golfe de Sirte. La baie d'Hudson, située au Canada, est considérée comme une baie historique en raison de l'exercice prolongé de la souveraineté canadienne sur cette zone et le Canada qui a depuis très longtemps régulé les activités dans cette baie et les autres États ont reconnu cette souveraineté. Et le golfe de Fonseca, partagé entre le Salvador et le Honduras et le Nicaragua, c'est un autre exemple. Cette baie est reconnue comme historique en raison des pratiques établies et de la reconnaissance mutuelle de la juridiction par les États riverains. Le golfe de Sirte, situé en Libye, est revendiqué par ce pays comme une baie historique, bien que cette revendication ait été contestée par d'autres pays. La Libye a maintenu une administration stricte et un contrôle sur cette zone maritime. Et la reconnaissance des baies historiques repose sur plusieurs critères, l'exercice effectif et continu de la souveraineté par l'État côtier, l'usage de longue date de la baie à des fins économiques ou stratégiques et l'acquiescement des autres États
soit par une absence de contestation, soit par un accord explicite. Et donc, ces principes de délimitation des baies et de reconnaissance des baies historiques sont essentiels pour comprendre un petit peu comment les États exercent leur juridiction sur des zones maritimes spécifiques et illustrent en même temps l'équilibre entre les droits des États côtiers et les principes du droit international maritime, en particulier le respect des pratiques établies et des relations diplomatiques. Les îles, les îles occupent une place centrale en droit de la mer. Selon la Convention des Nations Unies, une île est définie comme une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste émergée à marée haute. Et les îles ont une importance vraiment stratégique et économique majeure car elles génèrent leur propre zone maritime. Et concrètement, chaque île peut avoir sa propre mer territoriale de 12 miles nautiques, une zone contigue et une zone économique exclusive de 200 miles. Et les rochers, par contre, sont un cas particulier, bien qu'ils soient aussi des étendues de terre entourées d'eau émergée à marée haute. Les rochers qui ne peuvent pas soutenir la vie humaine ou une activité économique propre ne peuvent pas générer une zone économique exclusive ou un plateau continental. Et cette distinction, il est importante dans les litiges de délimitation maritime, car les rochers ne peuvent pas étendre de manière significative la juridiction maritime d'un État au-delà de la mer territoriale de 12 miles nautiques. Et les élévations de basse mer, quant à elles, sont des formations naturelles qui sont submergées à marée haute, mais émergées à marée basse. Ces élévations ne peuvent pas générer des zones maritimes propres et sont généralement considérées comme faisant partie de la mer territoriale de l'État côtier si elles se trouvent à l'intérieur de cette limite de 12 miles nautiques. Et en dehors de la mer territoriale, elles n'ont pas d'effet sur la délimitation des zones maritimes. Alors maintenant, nous allons explorer le concept des États archipélagiques et l'utilisation des lignes de base pour délimiter les zones maritimes tout en respectant les droits de passage des navires et des aéronefs internationaux. Les États archipélagiques sont constitués entièrement d'un ou plusieurs archipels et peuvent inclure d'autres îles. Et la Convention des Nations Unies reconnaît leur situation particulière et leur accorde un petit peu des droits spécifiques en matière de délimitation maritime. Un État archipélagique peut tracer des lignes de base de droite qui joignent les points les plus éloignés de ces îles et récifs. Et ces lignes de base de droite permettent de définir les eaux archipélagiques à l'intérieur desquelles l'État exerce sa souveraineté semblable à la mer territoriale. Et cependant, il est impératif que ces lignes de base de droite soient tracées de manière à inclure les principales îles et à ne pas déformer l'archipel. Donc l'objectif est de maintenir un équilibre entre les droits de l'État archipélagique et les droits des autres États de passage, des autres États de passage. Et en effet, les droits de passage inoffensif et de passage archipélagique doivent être respectés. Le passage inoffensif permet aux navires étrangers de traverser les eaux archipélagiques sans entraver la paix, l'ordre public ou la sécurité de l'État archipélagique, à condition que ce passage soit rapide et continu. En plus de ça, la Convention des Nations Unies introduit le concept de zone de passage archipélagique. Ces zones sont spécialement désignées pour le passage continu et rapide des navires et des aéronefs étrangers au-dessus des eaux archipélagiques et dans des routes maritimes et aériennes spécifiques. Et le passage archipélagique est un droit reconnu pour permettre la navigation internationale et survoler les voies utilisées traditionnellement pour la navigation internationale, ce qui assure un petit peu une connectivité mondiale. Et le respect de ces droits de passage est très important pour le maintien de bonnes relations internationales et faciliter un petit peu le commerce mondial. Et donc, les États archipélagiques qui ont délimité un petit peu leur ligne de base droite doivent donc prendre en compte non seulement leur propre sécurité et souveraineté, mais aussi les droits et les besoins de la communauté internationale en matière de navigation et de survol. Et cela permet de créer un cadre juridique équilibré qui protège un petit peu les intérêts de toutes les parties impliquées.
Alors, nous allons étudier un certain nombre de cas particuliers. Les États sont littoraux. Donc, en raison un petit peu de leur position géographique, se trouvent privés d'un accès direct à la mer. Et cependant, le droit international leur accorde des droits spécifiques pour pallier à cette limitation. Donc, historiquement, l'article 3 de la Convention de Genève sur le droit de la mer, 1958, il stipulait déjà que les États n'ayant pas de littoral devraient avoir un accès libre à la mer, afin de profiter des libertés de la mer au même titre que les États côtiers. Et ce principe, il est important pour permettre à ces États de participer au commerce international et à l'exploitation des ressources marines. Ce droit a été renforcé et détaillé par l'article 125 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Et cet article énonce clairement que les États sans littoral ont le droit d'accès à la mer pour l'exercice des droits prévus par la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté des mers et au patrimoine commun de l'humanité. Et pour garantir ces droits, les États sans littoral bénéficient de la liberté de transit à travers le territoire des États de transit. Et cette liberté de transit doit être exercée par tous les moyens de transport, qu'ils soient terrestres, fluviaux ou aériens. Cependant, il est important de noter que les modalités de transit ne sont pas absolues et doivent être convenues par des accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux entre l'État sans littoral et l'État de transit concerné. Et ces accords précisent les conditions dans lesquelles le transit s'effectuera, en veillant à ce que les besoins des États sans littoral soient respectés tout en protégeant les intérêts légitimes des États de transit. Les États de transit, dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, ont le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'exercice des droits de transit par les États sans littoral ne porte pas atteinte à leurs intérêts légitimes. Cela peut inclure des mesures pour prévenir les infractions à leurs lois et règlements douaniers, fiscaux, immigration, sanitaire, etc. Alors, nous allons examiner les droits d'accès et de navigation des États sans littoral, mais toujours en relation avec le droit de la mer, en se concentrant sur les dispositions spécifiques de la Convention des Nations Unies. Alors, tout d'abord, il est important de comprendre que les États sans littoral ne disposent pas d'un droit de transit absolu à travers les territoires des États côtiers ou des États de transit. Et ce droit de transit dépend des accords bilatéraux ou régionaux, comme on vient de le dire, conclus entre les États sans littoral et les États de transit. En d'autres termes, les modalités de transit, y compris les routes spécifiques, les conditions de transport, doivent être négociées convenues entre les parties concernées. Alors, les articles 127 à 120, à 127 à 130 de la Convention de Montego Bay précisent les conditions de transit pour les États sans littoral. Et ces articles définissent un petit peu les droits et les obligations des États de transit et des États sans littoral, assurant que le transit se fasse dans le respect des lois et des règlements des États de transit, tout en protégeant les intérêts économiques et stratégiques des États sans littoral. Ces dispositions garantissent un petit peu que les États sans littoral peuvent accéder aux ressources maritimes et participer au commerce international tout en respectant la souveraineté des États de transit. L'article 131, quant à lui, de la même convention, il introduit un principe d'égalité de traitement pour les navires battant pavillon d'État sans littoral dans les ports maritimes. Cela signifie que ces navires doivent être traités de la même manière que les navires des autres États dans les ports maritimes, garantissant ainsi qu'ils ne subissent pas de discrimination dans l'accès aux services portuaires, au chargement et au déchargement des marchandises ou dans d'autres opérations maritimes. Et en ce qui concerne la navigation, les États sans littoral bénéficient également du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale des États côtiers. Ce droit permet aux navires battant pavillon d'un État sans littoral de traverser les eaux territoriales d'un autre État, à condition que ce passage soit continu et rapide sans menacer la paix, l'ordre public ou la sécurité de l'État côtier. Au-delà de la mer territoriale, les navires des États sans littoral jouissent de la liberté de navigation dans les zones économiques exclusives et sur les hautes mers, conformément au principe du droit international de la mer. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle accorde aussi aux États sans littoral et aux États géographiquement désavantagés le droit de participer
à l'exploitation des ressources excédentaires des zones économiques exclusives des États côtiers de la même région. Cela signifie que lorsqu'un État côtier ne peut exploiter pleinement les ressources de sa ZEE, les États sans littoral de la région ont la possibilité de participer à l'exploitation de ces ressources et ce droit est essentiel pour garantir un certain niveau d'équité et de partage des richesses maritimes entre les États côtiers et ceux sans accès direct à la mer. Les États géographiquement désavantagés, c'est-à-dire ceux qui, en raison de leur configuration géographique, ont un accès limité ou difficile aux ressources maritimes, bénéficient des mêmes droits que les États sans littoral. Et cela inclut la possibilité de participer à l'exploitation des ressources halieutiques et autres ressources maritimes dans la zone économique exclusive des États côtiers adjacents, sous certaines conditions, bien sûr. Et les modalités de cette participation sont établies par des accords bilatéraux ou régionaux entre les États concernés. Ces accords déterminent les quotas, les méthodes d'exploitation, les mesures de gestion durable des ressources pour éviter la surexploitation. Ils prennent en compte divers facteurs tels que les besoins nutritionnels des populations des États sur le littoral, les impacts économiques sur les communautés de pêche côtière et la nécessité de protéger des écosystèmes marins. Pour le régime des fonds marins internationaux, tel qu'établi par la Convention des Nations Unies, l'article 148 de cette convention, il reconnaît l'importance de la participation effective des États en développement dans les activités liées à l'exploitation des ressources des fonds marins internationaux, également connue sous le nom de la zone internationale des fonds marins. Cette zone située au-delà des limites de la juridiction nationale est considérée comme le patrimoine commun de l'humanité, ce qui signifie que ces ressources doivent être exploitées au bénéfice de l'ensemble de la communauté internationale, en particulier des pays en développement. Et les États sans littoral et géographiquement désavantagés ont des besoins spécifiques en matière d'accès aux ressources marines. La Convention reconnaît ces besoins et prévoit des mécanismes pour promouvoir leur participation dans les activités de la zone. Et ces mécanismes incluent l'assistance technique, le transfert de technologie, la création de partenariats avec les États et des entreprises ayant de l'expertise nécessaire pour mener les activités dans les fonds marins. Et l'objectif est d'assurer que l'ensemble des États puissent surmonter les obstacles liés à la position géographique, que ce soit la position géographique au niveau de développement, tout ça, et participer pleinement aux bénéfices directs de l'exploitation des ressources marines. On arrive maintenant au concept des hautes mers, l'élément fondamental du droit international, ainsi que son évolution historique et juridique. Historiquement, l'idée de la mer fermée a été proclamée par l'Espagne et le Portugal au XVe et XVIe siècle. Et ces puissances maritimes, soutenues par les bulles papales de 1493 et 1506, cherchaient à diviser les océans du monde entre elles, limitant ainsi l'accès des autres nations aux ressources maritimes et aux routes commerciales. Et cette doctrine de la mer fermée a été fortement contestée par d'autres États européens, en particulier ceux du Nord, qui défendaient la notion de la mer ouverte, un concept qui a pris forme au XVIIIe siècle et qui a conduit à l'établissement du principe de la liberté de haute mer. La notion de liberté de haute mer, promue par des théoriciens comme Grotius, repose sur l'idée que les hautes mers sont une res communis, c'est un bien commun, c'est-à-dire une ressource commune à toute l'humanité, où aucun État ne peut revendiquer la souveraineté. Et ce principe il a été consolidé au XVIIIe siècle et est devenu une pierre angulaire du droit international de la mer, et qui stipule que les hautes mers sont ouvertes à tous les États sans distinction et qu'aucun État ne peut prétendre à la souveraineté sur une partie quelconque de ces espaces maritimes. Toutefois, ce principe général de non-souveraineté sur les hautes mers est un peu nuancé par les doctrines de reconnaissance, d'acquiescement et de prescription. Ces doctrines juridiques permettent, dans certaines circonstances, qu'une zone des hautes mers adjacente aux eaux territoriales d'un État puisse être soumise à sa souveraineté si cela est accepté par les autres nations, souvent en raison d'un usage
prolongée et non contestée, comme on l'a dit précédemment. Et cette exception a été mise en évidence dans l'affaire des pêcheries anglo-norvégiennes, où la Cour internationale de justice elle a reconnu que certains espaces proches des eaux territoriales pouvaient être soumis à la souveraineté nationale en raison de pratiques historiques et spécifiques. Et donc la définition des hautes mers a été codifiée dans plusieurs conventions internationales et l'article 1er de la Convention de Genève sur la haute mer de 1958 il définissait les hautes mers comme toutes les parties de la mer qui ne sont pas incluses dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État. Et cette définition fondée sur le droit international coutumier a été élargie dans la Convention des Nations Unies en 1982 dans l'article 86 de cette convention, où les hautes mers comprennent toutes les parties de la mer qui ne sont pas incluses dans la zone économique exclusive, la mer territoriale, les eaux intérieures d'un État ou les eaux archipélagiques d'un État archipélagique. Donc cette évolution reflète un petit peu les changements dans la manière dont les États gèrent et réglementent les espaces maritimes tout en préservant le principe fondamental de la liberté des hautes mers. Dans cet article 87 de la Convention 1982, qui consacre un petit peu le principe selon lequel les hautes mers sont un espace international, où tous les États jouissent un petit peu de liberté égale, il faut souligner que, bien sûr, cela signifie que les hautes mers ne peuvent être soumises à la souveraineté d'aucun État et que tous les États sans distinction ont le droit d'y exercer les libertés qui leur sont reconnues par le droit international. Et parmi ces libertés figure en premier lieu la liberté de navigation. C'est une évidence, tout État a le droit de faire naviguer ses navires sur leur haute mer sous réserve du respect des règles de droit international, notamment celles concernant la sécurité maritime, la protection de l'environnement marin aussi. Et cette liberté de navigation est complétée par la liberté de survol qui permet aux États de faire voler leurs aéronefs au-dessus des hautes mers, également dans le respect des normes internationales. Une autre liberté essentielle est celle de la pose de câbles et de pipelines sous-marins. Et cette activité est très importante pour les communications mondiales et le transport d'énergie. Et les États peuvent poser des câbles et pipelines sous-marins sur le fond des hautes mers, à condition de ne pas interférer avec l'exercice des droits d'autres États ou nuire à l'environnement marin. Les États aussi jouissent aussi de la liberté de construire des îles artificielles et autres installations permises par le droit international, comme les plateformes de forage ou des dispositifs de production d'énergie. Cette liberté est toutefois soumise à des conditions strictes, notamment en ce qui concerne la sécurité maritime et la protection de l'environnement. Et la liberté de la pêche aussi, c'est une autre composante fondamentale des libertés de haute mer. Tous les États ont le droit de pêcher sur la haute mer, mais cette liberté est encadrée par des obligations de conservation et de gestion durable des ressources halieutiques afin de prévenir un petit peu la surexploitation des stocks de poissons et de garantir leur renouvellement pour les générations futures. Et enfin, il y a la liberté de conduire des recherches scientifiques sur la haute mer qui est reconnue à tous les États. Cependant, cette liberté doit être exercée dans le respect des droits des autres États, notamment ceux relatifs à la protection de l'environnement marin et dans le respect des obligations internationales en matière de partage des connaissances scientifiques. Alors, il est important de noter que l'exercice de ces libertés sur les hautes mers doit se faire avec un dur regard pour les intérêts des autres États, c'est-à-dire en respectant les droits et les activités légitimes d'autres États dans l'exercice de leur propre liberté. De plus, les États doivent respecter un petit peu les droits des autres États concernant les activités dans la zone internationale des fonds marins, un espace reconnu comme patrimoine commun de l'humanité. Alors, on arrive maintenant à une thématique importante, et celle de la navigation dans de conflits armés, sujet un petit peu complexe, qui a été particulièrement mis en lumière lors de la guerre Iran-Irak, où des attaques sur la navigation civile ont eu lieu. Et ces événements ont suscité des analyses approfondies des conflits maritimes dans le cadre du droit international, notamment en termes de la Charte des Nations Unies. Et donc, pendant la guerre Irak, les attaques contre les navires civils dans le Golfe Persique
ont mis en évidence les dangers auxquels la navigation commerciale est exposée en temps de conflit armé. Et ces attaques menées par les deux parties belligérantes visaient souvent à perturber les lignes d'approvisionnement de l'ennemi en s'en prenant aux navires marchands neutres, ce qui constituait une violation du principe fondamental de la liberté de navigation sur la haute mer. Et face à ces violations, les États concernés, notamment le Royaume-Uni, ont analysé les incidents en termes de la Charte des Nations Unies, en particulier se référant au droit de légitime défense tel qu'énoncé par l'article 51 de la Charte. Et cet article reconnaît à tout État le droit de se défendre contre une agression armée, y compris sur les mers. Ainsi, un État en conflit armé peut, dans l'exercice de son droit de légitime défense, intercepter et fouiller un navire civil étranger en haute mer s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que ce navire transporte des armes destinées à l'ennemi. Cependant, cette action reste une exception au principe général de la liberté de navigation et doit être strictement justifiée par les circonstances. Et si les soupçons se révèlent infondés, l'État ayant procédé à l'interception peut être tenu de verser des compensations pour les dommages et retards causés. Le principe de la liberté de navigation en haute mer, consacré par le droit international, subsiste même en temps de conflit armé, bien qu'il puisse être restreint dans certaines conditions spécifiques. Et les règles du droit international humanitaire, notamment les conventions de la Haye de Genève, encadrent strictement la conduite des hostilités en mer et imposent des obligations belligérantes telles que le respect des navires neutres et le traitement humanitaire des équipages capturés. Alors, essentiellement, ici on arrive à un point important, c'est la juridiction sur les hautes mers. Et le concept de juridiction en haute mer repose sur la relation entre un navire et l'État sous le pavillon duquel il navigue. Et selon le droit international, chaque navire doit être enregistré dans un État, qui devient alors l'État du pavillon. Et cet État exerce une juridiction exclusive sur le navire lorsqu'il se trouve en haute mer, à l'exception de certaines situations spécifiquement prévues par le droit international. L'octroi de la nationalité à un navire et son enregistrement sont des processus régis par la législation de chaque État qui détermine les conditions à remplir pour qu'un navire puisse porter son pavillon. Et ces conditions incluent souvent des critères relatifs à la propriété du navire, à la composition de l'équipage et à la conformité du navire aux normes techniques et de sécurité imposées par l'État. Un aspect très important de cette relation est la notion de lien substantiel ou lien réel entre l'État et le navire. Et ce concept qui figure dans la Convention des Nations Unies vise à garantir que l'État du pavillon maintient un contrôle effectif sur les navires battant son pavillon. En d'autres termes, il ne suffit pas qu'un navire soit simplement enregistré dans un État pour que cet État puisse exercer sa juridiction. Il doit également exister un lien substantiel entre le navire et l'État, ce qui implique que l'État doit pouvoir effectivement exercer ses responsabilités en matière de réglementation et de contrôle du navire. Et l'existence de ce lien est particulièrement importante pour prévenir l'utilisation de pavillons de complaisance ou des navires sont enregistrés dans des États offrant des conditions favorables comme une taxation faible ou des normes de sécurité minimales, mais où il n'existe pas de contrôle réel par l'État du pavillon. Et donc ces pratiques peuvent entraîner des problèmes significatifs, notamment en matière de sécurité maritime, de protection de l'environnement et de respect des droits des travailleurs à bord des navires. Alors maintenant, un concept fondamental au droit de la mer qui permet à un navire de guerre de vérifier la nationalité d'un navire privé en haute mer lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspicion. Et ce droit de visite ce droit est strictement encadré et ne peut être exercé que dans des cas spécifiques, principalement pour lutter contre les activités illégales qui menacent un petit peu la sécurité maritime globale. Le droit de visite est limité à quelques situations bien définies par le droit international. Il peut être exercé si le navire est soupçonné de se livrer à des actes de piraterie, de participer à la traite des esclaves ou de procéder à des émissions de radiodiffusion non autorisées en haute mer. Donc, en l'absence de ces motifs, l'acte de visiter
un navire en haute mer serait considéré comme une violation de la liberté de navigation, l'un des principes fondamentaux du droit de la mer. Et lorsqu'un navire de guerre exerce son droit de visite, euh, il peut aborder le navire suspect, vérifier ses documents et s'assurer de sa nationalité. Cependant, ce droit est assorti de garanties importantes pour protéger les droits des navires visités. Si les soupçons s'avèrent infondés, le navire de guerre qui a effectué la visite peut être tenu de verser une compensation pour toute perte ou dommage subis par le navire visité à cause de cette intervention. Nous allons explorer maintenant le concept de piraterie tel qu'il est défini par le droit international, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Alors, la piraterie est l'une des plus anciennes infractions reconnues par le droit international. Et elle est aujourd'hui régie par des normes bien établies qui visent à protéger la sécurité de navigation internationale et à maintenir l'ordre en haute mer. L'article 101 de la Convention Montego-Bay définit la piraterie de manière précise. Euh, la piraterie, il comprend tout acte illégal de violence, de détention ou de déprédation commis à des fins privées par l'équipage ou les passagers d'un navire ou d'un aéronef privé dirigé contre un autre navire ou un aéronef, ou contre des personnes ou des biens à bord de ces derniers, lorsque ces actes sont perpétrés en haute mer ou dans un lieu situé en dehors de la juridiction de tout État. Et donc, cette définition englobe également la participation volontaire à l'opération d'un navire ou d'un aéronef en sachant qu'il est utilisé pour la piraterie ainsi que tout acte d'incitation ou de facilitation intentionnelle d'un acte de piraterie. Et donc la piraterie, par définition, doit être motivée par des fins privées. Et cela signifie que les actes de violence ou de détention perpétrés pour des raisons politiques, telles que le terrorisme ou la lutte armée, ne sont pas considérés comme des actes de piraterie. De même, les actes de mutinerie où l'équipage d'un navire se retourne contre le navire lui-même ou contre ses passagers ne relèvent pas non plus de la définition de la piraterie. Cette distinction est importante car elle délimite les situations dans lesquelles les actions sont qualifiées de piraterie, par conséquent, où la juridiction universelle peut s'appliquer. La juridiction universelle est un principe essentiel en matière de lutte contre la piraterie, contrairement à d'autres infractions qui sont généralement de la compétence de l'État dont les lois ont été violées. La piraterie est considérée comme une menace globale en raison de son caractère international et de l'impact potentiel sur le commerce et la sécurité maritime mondiale. Tout État est autorisé à capturer un navire pirate ou un aéronef pirate où qu'il se trouve, et cette capacité à intervenir s'étend au-delà des frontières nationales. Et l'État qui capture les pirates a le droit de les juger devant ses propres tribunaux. Et cette juridiction universelle trouve son origine dans la reconnaissance historique de la piraterie comme un crime internationalement abhorré. Dès l'Antiquité, les pirates étaient perçus comme des ennemis de toute l'humanité et il était admis que tout État pouvait les poursuivre et les punir indépendamment du lieu où les actes de piraterie avaient été commis. Ce principe a été formalisé, intégré dans le droit international moderne, notamment à travers les conventions sur le droit de la mer. Et lorsqu'un navire est capturé pour piraterie, les États sont confrontés à des questions complexes de droit international et de coopération interétatique. L'État qui procède à la capture doit respecter les droits fondamentaux des personnes détenues et s'assurer que les procès se déroulent conformément aux normes internationales en matière de droit à un procès équitable. En outre, bien sûr, l'État doit coordonner avec les autres États potentiellement concernés, notamment l'État dont le navire capturé bat un pavillon, l'État de nationalité des victimes et les États qui pourraient être impliqués dans la détention et la poursuite des pirates. Et la Convention de 1982 ne se contente pas de définir la piraterie et de permettre la capture des pirates, elle impose également des obligations aux États en matière de coopération et l'ensemble des États sont encouragés à échanger des informations, à collaborer dans les efforts de répression de la piraterie. Et cette coopération est d'autant plus importante dans les régions du monde où la piraterie est particulièrement répandue, comme celle du golfe d'Aden, au large de la Somalie, où des opérations navales internationales sont régulièrement organisées pour sécuriser les routes maritimes.
Il convient tout de même de noter que la lutte contre la piraterie comporte des défis importants. Donc, tout d'abord, les conditions dans lesquelles les pirates peuvent être poursuivis, condamnés, varient considérablement d'un pays à l'autre, ce qui peut entraîner des lacunes dans la répression effective de ces crimes. De plus, les poursuites pour piraterie peuvent être complexes, notamment lorsqu'il s'agit de rassembler des preuves admissibles devant un tribunal ou de déterminer la juridiction appropriée pour juger les pirates. Enfin, les considérations politiques et diplomatiques peuvent parfois entraver la coopération internationale, notamment lorsque les intérêts nationaux les intérêts nationaux euh, ou les intérêts nationaux divergents sont en jeu. Deux sujets aussi importants, régis par la Convention des Nations Unies sur le droit de l'homme de 1982, la traite des esclaves et la diffusion non autorisée depuis les hautes mers. Ces deux infractions sont traitées avec une grande sévérité dans le cadre du droit international, ce qui reflète un petit peu l'engagement de la communauté internationale à éradiquer les pratiques profondément inhumaines et protéger un petit peu la stabilité des communications internationales. L'article 99 de la Convention, il impose à chaque État l'obligation de prendre des mesures efficaces pour prévenir et punir la traite des esclaves sur les navires battant son pavillon. Et cet article stipule également que tout esclave trouve refuge à bord d'un navire, quel que soit le pavillon qu'il aborde, est immédiatement libre. Et cette disposition marque un engagement fort contre l'esclavage, un crime universellement condamné qui a persisté sous diverses formes à travers l'histoire. Et la traite des esclaves, bien que formellement abolie, continue d'être un problème mondial sous des formes modernes telles que la traite des êtres humains pour l'exploitation sexuelle ou le travail forcé. La Convention 1982, en s'attaquant à cette question, place une responsabilité directe sur les États de veiller à ce que leurs navires ne soient pas utilisés pour de telles pratiques. En outre, elle crée une base juridique permettant aux États de coopérer pour empêcher la traite des esclaves, même en haute mer où la juridiction nationale est normalement limitée. Parallèlement à la traite des esclaves, la Convention 82 crée également la diffusion non autorisée depuis les hautes mers. Un autre problème potentiellement déstabilisant pour l'ordre international. L'article 109 de la Convention stipule que tous les États doivent coopérer pour réprimer la diffusion non autorisée de signaux de radio ou de télévision depuis des installations situées en haute mer. Et cette disposition vise à prévenir l'utilisation non autorisée des ressources de communication internationale qui pourraient perturber les communications légitimes et menacer la sécurité internationale. La diffusion non autorisée est définie par la Convention comme toute transmission de son ou d'images destinée à être reçue par le public en général, effectuée en violation des règlements internationaux. Et cela exclut, par exemple, les appels de détresse qui ne seraient pas couverts par cette interdiction. Les États sont encouragés un petit peu à collaborer non seulement pour réprimer de telles transmissions, mais aussi pour poursuivre les responsables. Et la Convention prévoit une juridiction multiple pour traiter les infractions liées à la diffusion non autorisée, conformément à l'article 109. Les personnes engagées dans de telles activités peuvent être poursuivies par plusieurs catégories d'États: l'État du pavillon du navire ou de l'installation émettrice, l'État d'enregistrement de l'installation, l'État dont la personne est un ressortissant, l'État où la transmission peut être reçue et l'État où la communication radio autorisée souffre d'interférences. Cette disposition garantit un petit peu qu'il y a toujours un État capable de prendre des mesures contre des personnes impliquées, évitant ainsi des échappatoires juridiques. On arrive maintenant à un concept de la poursuite à chaud. C'est un mécanisme juridique très important dans le droit maritime et qui permet à un État côtier de poursuivre un navire étranger en haute mer si ce dernier a violé les lois de l'État côtier dans ses eaux territoriales ou zones de juridiction. Et ce droit, codifié dans la Convention des Nations Unies, vise à assurer un petit peu que les navires ne puissent échapper aux sanctions fouillant vers la haute mer après avoir commis une infraction. La poursuite à chaud commence lorsque les autorités compétentes de l'État côtier
ont des raisons de croire qu'un navire étranger a violé ses lois et règlements alors qu'il se trouvait dans ses eaux intérieures, sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive. Et cette poursuite doit être entamée immédiatement après la commission de l'infraction et le navire poursuivi doit être informé par un signal visuel ou sonore de l'ordre d'arrêt. Il est essentiel que la poursuite soit continue. Toute interruption dans la poursuite invaliderait le droit de l'État à capturer le navire en haute mer. Et donc la Convention 1982 précise que la poursuite à chaud doit cesser dès que le navire entre dans les eaux territoriales d'un autre État. En effet, la souveraineté territoriale du nouvel État l'emporte et l'État initialement poursuivant doit arrêter ses actions sauf accord contraire ou autorisation expresse. Ce principe garantit un petit peu le respect des frontières maritimes internationales et prévient les conflits potentiels entre États. Le Tribunal international des droits de la mer a confirmé l'importance de respecter des conditions strictes pour que la poursuite à chaud soit légale. Et ces conditions cumulatives comprennent le commencement de la poursuite dans les zones de juridiction de l'État côtier, la continuité sans interruption, l'envoi d'un signal d'arrêt visible ou audible, et l'arrêt de la poursuite à l'entrée dans les eaux territoriales d'un État. Le non-respect de l'une de ces conditions peut invalider toute action prise en haute mer contre le navire poursuivi, y compris sa saisie. Alors, on aborde maintenant deux aspects très importants du droit maritime, la juridiction exclusive de l'État du pavillon en cas de collision maritime et les pouvoirs de visite et de recherche conférés par les traités internationaux pour certaines infractions spécifiques. Alors, tout d'abord, en matière de collision maritime, la juridiction exclusive revient à l'état du pavillon du navire impliqué. Et cela signifie que seul l'État sous lequel le navire est enregistré a le droit de mener des procédures pénales ou disciplinaires contre le capitaine ou l'équipage. Cette règle a été établie pour garantir la cohérence juridique et éviter que plusieurs États n'interviennent simultanément dans une affaire, ce qui pourrait entraîner des conflits de juridiction. Et le principe de la juridiction exclusive, il a été renforcé par l'article 97 de la Convention des Nations Unies, qui stipule que les procédures concernant les collisions ne peuvent être intentées que par l'État du pavillon ou par l'État dont la personne poursuivie est ressortissante. Par ailleurs, les traités internationaux offrent un peu des pouvoirs spécifiques de visite et de recherche aux États pour lutter contre certaines infractions graves et ces pouvoirs, ils permettent par exemple à un État d'envoyer des navires de guerre, comme on l'a dit tout à l'heure, ou encore des avions militaires pour vérifier la nationalité d'un navire suspect et dans certains cas procéder à une visite ou à une perquisition. Et ces pouvoirs sont limités. On l'a signalé un petit peu tout à l'heure. Et ces pouvoirs sont limités aux situations prévues par le droit international, telles que la lutte contre la piraterie, la traite des esclaves, la diffusion non autorisée des puits de la haute mer, etc. Et les États partis à ces conventions peuvent ainsi coopérer pour réprimer efficacement ces infractions tout en respectant les règles de souveraineté nationale. En plus de ça, plusieurs conventions internationales spécifiques renforcent ces pouvoirs de visite et de recherche dans des contextes particuliers, notamment la Convention pour la protection des câbles sous-marins, adoptée en 1884, permet aux navires de guerre et des États contractants d'intervenir au cas de dommages causés aux câbles sous-marins. Et cette protection est importante pour garantir la sécurité des communications internationales qui repose largement sur ces infrastructures. De plus, les conventions sur le trafic d'armes et la contrebande de drogue ont été adoptées pour permettre une coopération internationale renforcée et les États partis à ces conventions sont habilités à prendre des mesures pour intercepter les navires suspects en haute mer dans le but de prévenir et de réprimer le trafic illégal de substances dangereuses ou d'armes qui représentent des menaces significatives pour la sécurité internationale. Un aspect aussi important, c'est la protection de l'environnement marin, la gestion de la pollution, aspect qui est devenu fondamental du droit de la mer, encadré par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Et cette, faut le
dire, cette convention consacre un ensemble de dispositions visant à prévenir et réduire et contrôler la pollution des mers et océans, tout en établissant des responsabilités claires pour les États. Donc, la Convention de 1982, sa 12e partie impose aux États l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver l'environnement marin. Et cette obligation s'applique à diverses sources de pollution, qu'il s'agisse de la pollution provenant des navires, des installations offshore, des activités terrestres, etc. L'article 194 en particulier stipule que les États doivent adopter des lois et règlements appropriés, coopérer au besoin avec d'autres États pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine en utilisant les meilleurs moyens pratiques disponibles. En cas d'incident de pollution, la Convention impose des obligations spécifiques aux États pour agir rapidement, efficacement. Ils doivent notifier immédiatement les autres États concernés ainsi que les organisations internationales appropriées de tout incident ayant ou pouvant avoir des effets nuisibles sur l'environnement marin. Et les États doivent également s'assurer que les mesures d'urgence sont prises pour limiter les dommages environnementaux et ces actions sont très importantes pour minimiser un petit peu les actes immédiats des déversements de polluants tels que les hydrocarbures et pour restaurer les zones touchées. La responsabilité internationale des États en matière de pollution est également un aspect clé traité par la Convention. Les États sont tenus responsables des dommages causés par des activités sous leur juridiction ou leur contrôle qui entraînent une pollution marine. Et cette responsabilité implique non seulement l'obligation de réparer les dommages causés, mais aussi de prendre des mesures préventives pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent pas à l'avenir. Et la Convention prévoit que les États doivent veiller à ce que leur législation nationale intègre ces obligations internationales en imposant des sanctions appropriées pour les violations et en mettant en place des mécanismes de compensation pour les victimes de pollution. Et enfin, la Convention elle encourage un petit peu une coopération internationale renforcée pour lutter contre la pollution marine. Les États sont invités à travailler ensemble pour développer des normes globales de protection de l'environnement, partager des informations et fournir aussi de l'assistance en cas de catastrophe écologique. Et cette coopération est très importante pour gérer un petit peu efficacement des problèmes de pollution transfrontalière qui peuvent affecter plusieurs États et nécessiter une réponse généralement collective. Peut-être un dernier point qui porte sur la gestion et la conservation des stocks de poissons chevauchants, qui sont des populations de poissons réparties à la fois dans les zones économiques exclusives des États côtiers et dans les zones de haute mer adjacentes. Et ces stocks posent des défis particuliers en matière de gouvernance internationale car leur exploitation durable nécessite une coordination entre les États riverains et les États pratiquant la pêche en haute mer. Et les stocks chevauchants sont d'une importance capitale pour la pêche mondiale et leur surexploitation peut avoir des conséquences graves pour les écosystèmes marins et pour les économies qui en dépendent. Et la conservation et la gestion de ces ressources nécessitent des efforts concertés à l'échelle régionale et internationale. Et la conférence des Nations Unies sur les stocks chevauchants, qui s'est tenue au début des années 90, a abouti à un accord international en 95 connu sous le nom d'accord des Nations Unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons hautement migrateurs. Cet accord marque un tournant majeur dans la gestion des pêches internationales en renforçant les obligations des États à l'égard de la conservation de ces ressources partagées. L'accord de 95 impose un petit peu aux États l'obligation de coopérer pour gérer ces stocks de manière durable. Cette coopération se traduit par la mise en place de mesures de conservation et de gestion concertée, souvent au sein d'organisations régionales de gestion des pêches. Ces organisations jouent un rôle très important dans la surveillance des activités de pêche, l'établissement des quotas, la mise en place et en œuvre de mesures de contrôle et de surveillance et la résolution des différends entre les États membres. Et l'accord, il encourage également l'application du principe de précaution en incitant les États à prendre des mesures de gestion prudentes, même en l'absence de certitude scientifique complète sur l'état des stocks. Donc, cette approche vise à prévenir la surexploitation et à garantir la durabilité à long terme des ressources halieutiques. L'évolution du droit de la mer, elle reflète un petit peu l'équilibre délicat
entre sécurité maritime, exploitation des ressources, gestion environnementale, etc. Et cœur de ce cadre juridique se trouvent un petit peu des principes, on a trouvé des principes fondamentaux tels que la souveraineté territoriale des États côtiers, la liberté de haute mer, la reconnaissance du patrimoine commun de l'humanité, en particulier en ce qui concerne les ressources des fonds marins internationaux. Il y a aussi, on a parlé aussi des conventions internationales, principalement la convention de Montego Bay, qui joue un rôle très important dans la régulation des droits et devoirs des États en matière de navigation, en matière d'exploitation, des ressources maritimes, protection de l'environnement, etc. Et merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre dans cette exploration du droit de la mer. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux très importants de cette discipline et son impact sur la scène mondiale. N'oubliez pas que le droit international, bien qu'il puisse sembler complexe, c'est au service de la justice et la paix entre les nations. Continuez à explorer, à poser des questions et à approfondir vos connaissances. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où on continuera à démystifier un petit peu les concepts essentiels du droit international. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.